On va s'attabler maintenant pour parler d'environnement avec M. Cédric Lombardo, qu'on a toujours plaisir à avoir. Encore une fois, merci pour le prix, on était très honorés. Alors Cédric, aujourd'hui nous allons parler de comment réussir la transition, la fameuse transition énergétique et écologique en Afrique. Alors l'Afrique, on ne le dira jamais assez, pollue le moins, mais elle subit le plus, au sens propre comme au sens figuré. Elle est le continent le plus vulnérable face à tout ce qui est appelé communément changement climatique. Elle doit à la fois s'adapter. C'est compliqué parce que les gouvernements africains n'ont pas énormément de moyens. Ça, on n'a déjà pas assez de moyens pour régler le quotidien. Donc, quand il y a une nouvelle donnée qui s'ajoute, c'est compliqué. Mais elle doit aussi ne pas répéter les mêmes erreurs du passé en détruisant son environnement. C'est ça. N'est-ce pas, Alice? Évidemment, oui. Et donc, pour un développement responsable et durable, l'Afrique doit donc s'engager dans une transition verte. Mais comment faire, on nous dira, pour accélérer donc ce processus? La Côte d'Ivoire a abrité il y a quelques semaines la journée africaine de la transition écologique d'où nous avons été primés avec beaucoup de plaisir. Donc Matin Bonheur était sur place avec vous, notre ambassadeur emblématique aujourd'hui. Vous nous présenterez donc le panel avec comment réussir la transition verte en Côte d'Ivoire. Petit rappel donc. Petit rappel. Alors d'abord, on va rappeler la transition énergétique ou la transition écologique. Vous connaissez le pragmatisme. Encore du gros français. De quoi s'agit-il au juste? Pour faire simple, je pense qu'on est tous d'accord, hein, on a un développement qui ne peut pas durer, on le voit, changement climatique, déforestation, etc. Et donc il faut qu'on rentre dans un développement qui est durable. Mais comment passer d'un état à un autre, c'est ce qu'on appelle la transition. Donc il faut qu'on comprenne bien ce qui se passe à l'heure actuelle, il faut qu'on sache exactement où est-ce qu'on veut aller avec des objectifs clairs. Et la transition écologique, c'est ce qui va nous permettre de passer de cette stratégie qui ne peut pas durer à une stratégie qui sera beaucoup plus durable. Alors, comment financer la transition verte en Afrique? Ça, j'aurais pensé que c'était Marcelin qui me poserait la question. Non, je ne suis pas le seul à aimer l'argent, nous sommes deux. C'est le côté extrêmement pragmatique. Oui, c'est ça. Vous avez mille fois raison, parce que Marcelin le disait il y a quelques instants, si on n'a pas les financements, comment est-ce qu'on va le faire? On va le souhaiter, on va le crier, on va le chanter, mais rien ne va se passer. Et donc, c'était très intéressant dans ce panel de haut niveau qui avait lieu sur le GIFAC, c'est que notamment, nous avions la Banque africaine de développement qui était présente. Et comme vous le disiez la semaine dernière, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, on va lancer le premier élément vidéo de ce matin sur le financement de la transition verte par la Banque africaine de développement. C'est parti. Il faut, en attendant que l'élément se mette en place, et bien c'est parti. En termes de mobilisation de financement, aujourd'hui, c'est environ, d'ici la fin de l'année prochaine, 40% de nos investissements qui doivent aller vers des investissements liés au changement climatique et à la croissance verte. Et là la banque vient de loin. Avant 2015, nous étions à 14%. 14% parce qu'on finançait beaucoup plus des énergies moins renouvelables ou non renouvelables. Et depuis plus de 10 ans, nous n'avons pas du tout investi dans des technologies comme le charbon, etc. Donc nous également, on est en train de prendre le train qui est déjà en marche, qui est lancé, et nous espérons vraiment contribuer autant que faire se peut à la transition écologique et énergétique en Afrique. Alors, l'intervenant a parlé de screening climatique. Qu'est-ce à dire? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand vous déposez, que vous soyez un État ou même une entreprise, hein, quand vous allez voir certaines banques de premier rang, comme la Banque africaine de développement, vous allez présenter votre dossier et naturellement, vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social qui sont mises en place. Oui. Sauf que là, maintenant, il y a une exigence de plus qui se met en place, c'est l'exigence de savoir si le projet tient en compte les éléments d'atténuation du changement climatique, donc un projet non polluant, pas d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et de l'autre côté, si le projet contient aussi des éléments d'adaptation au changement climatique. Et donc, dans les priorités d'investissement qu'il faut mettre en place, c'est cette prise en compte de l'environnement et du changement climatique qui fait que le projet est plus ou moins finançable par la banque. Et comme le disait le monsieur, on se rend compte que maintenant, la banque est complètement orientée, notamment sur les énergies renouvelables, vers une stratégie de financement de ce qui est vert, de l'économie verte. En tout cas, c'est une bonne stratégie. Hein. Ce n'est pas contraignant, mais c'est incitatif. C'est très incitatif. Et en plus, il faut regarder d'autres financements comme la SFI pour la Banque mondiale ou la Proparco pour l'Agence française de développement. C'est maintenant véritablement une exigence. C'est-à-dire que si votre projet est détruit, nous ne pourrons pas le soutenir. Allez voir d'autres bailleurs de fonds. Alors, la BAD a insisté sur le financement des énergies propres. Est-ce que ce n'est pas plus cher, ça?
Alors, c'est ce qu'on a dit pendant très très longtemps, et donc c'est avec plaisir que je vais vous présenter l'élément vidéo suivant. C'est que c'est vrai, il y a très longtemps, quand on ne consommait pas beaucoup, qu'on n'achetait pas beaucoup de technologies renouvelables, forcément ça coûtait cher. Mais il y a ce qu'on appelle des économies d'échelle qui se mettent en place, et plus les productions suivent, maintenant, plus la capacité de coût est en train de changer. Donc c'est le deuxième élément, avec un autre témoignage d'un opérateur économique cette fois-ci, sur justement le coût des énergies renouvelables. On a longtemps cantonné les énergies renouvelables à quelque chose pour les pays riches. C'est des énergies coûteuses qui demandent des subventions. Et donc, ce n'est pas l'urgence en Afrique. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, sur ce graphique, on voit la baisse drastique du coût de l'énergie renouvelable solaire et éolienne qui, depuis quelques années, est à la parité avec les énergies conventionnelles, souvent carbonées. Aujourd'hui, au Sénégal, Engie est en train de construire une centrale solaire de 60 MW à un prix de 25 francs du kilowattheure, qui est un prix extrêmement compétitif, plus compétitif que de nombreuses centrales qui utilisent des carburants fossiles. Donc voilà, aujourd'hui, les énergies renouvelables sur le réseau, avec, je crois que nous y reviendrons, le bon environnement contractuel et réglementaire et les bonnes garanties, c'est économique et c'est compétitif. Alors, on voudra savoir tout de suite, est-ce que le solaire, qui était un exemple, serait moins cher, mais est-il vraiment propre ? Alors, oui, d'accord. Donc, c'est moins cher, comme on le voyait sur le graphique, pratiquement, le coût de production a été divisé par 4. Ce qui est quand même assez impressionnant. Et ça, pratiquement une dizaine d'années. Maintenant, vous avez posé la bonne question, c'est est-ce que c'est propre? Oui. Alors, il y a deux choses qu'il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde d'abord la filière de production, parce que pour faire des panneaux solaires, il faut de la technologie, il faut ce qu'on appelle des terres rares. Et effectivement, il y a une empreinte environnementale sur cette partie-là. Et donc ça, c'est vraiment les constructeurs qui doivent savoir maîtriser cette empreinte environnementale. Maintenant, de l'autre côté, quand nous, on va récupérer cette technologie, certes, il y a le panneau solaire, mais il y a aussi toutes les batteries qui sont nécessaires. Et en échangeant notamment avec les équipes chargées du solaire chez cet opérateur économique, ils nous disaient, mais en fait, la technologie peut durer jusqu'à 30 ans en place. Donc une fois qu'elle est mise en position, en tout cas en ce qui concerne les panneaux solaires. C'est vrai que nous, si on est au bord de lagunes, au bord de l'océan, on a des phénomènes corrosifs qui sont beaucoup plus importants. Mais là où vous avez raison d'insister, c'est qu'il y a quand même toujours quelque chose qui est important, c'est la prise en compte des batteries. Parce que vous le savez, c'est comme nos piles électriques. Qu'est-ce qu'on en fait après? Quand les batteries sont mortes, qu'est-ce qu'on en fait après? Et donc, ça n'est pas polluant si nous gérons tout le cycle de vie du projet. Et il est important d'insister sur la gestion notamment des batteries, qui est vraiment la partie un peu la plus embêtante. Alors, depuis quelques minutes maintenant, on parle, il y a un mot qui revient de façon récurrente, c'est l'énergie. Oui. L'énergie par-ci, oui. L'énergie par-là, comment dompter l'énergie, comment rendre l'énergie plus accessible et afin de l'arrimer à notre environnement. Il y a de l'énergie ce matin. Hein. Ah oui, beaucoup d'énergie. Quand on dit énergie, on pense aux forêts. Parce qu'on ne le dira jamais assez, c'est grâce aux forêts qu'on a notre bois de chauffe au village. Alors, est-ce que pendant cette importante assise, on a eu la déforestation a été abordée lors de ces rencontres? Est-ce qu'on a parlé déforestation? On a complètement oublié ce sujet. C'est pas possible. Si vous êtes là, c'est pas en bois ciré. Non. Ça va de soi, pas cela, je vous remercie. Effectivement, et vous allez voir, c'est là aussi une intervention une intervention de la Banque africaine de développement. La déforestation, on ne le rappellera jamais assez, c'est un élément très important dans nos stratégies de développement. Et ça sera le troisième élément vidéo de ce matin, toujours le représentant de la Banque africaine de développement, sur la prise en compte de la déforestation dans la transition verte de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Également, un élément très important, un facteur important en Afrique, et la Côte d'Ivoire est un cas typique, c'est la déforestation. Comment assurer une transition écologique si on n'arrive pas à inverser la tendance actuelle de déforestation que l'Afrique est en train de subir? Pour la Côte d'Ivoire, j'ai lu récemment des documents qui parlent de taux très élevés de déforestation. 60% depuis les années 90, 80% il y a sur les 40 dernières années. C'est assez alarmant. Donc pour moi, assurer une transition écologique pour nos pays, en particulier pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est passer nécessairement par une inversion des tendances actuelles à la déforestation, à la dégradation des terres et également permettre à ce que nous puissions assurer une bonne gestion, une gestion durable des terres et des ressources naturelles qui sont à notre disposition.
question directe, Cédric. Comment nourrir l'Afrique, loger les Africains et protéger en même temps les forêts? C'est très direct. Les terres. Les terres et les forêts. C'est toute la bonne question parce que la population augmente, les besoins augmentent, le territoire n'augmente pas. On n'a pas prévu d'annexer nos pays voisins, Dieu merci. Donc il faut qu'on gère avec la surface que nous avons. Donc ça nous oblige fatalement à avoir, pour répondre à votre question, une agriculture qui soit à la fois plus productive et respectueuse de l'environnement, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile, notamment quand on pense aux ravageurs. On a toujours l'habitude des pesticides chimiques, donc il faut changer la pratique. Maintenant, en ce qui concerne le logement, vous savez qu'on construit toujours à l'horizontale, petite maison contre petite maison contre petite maison. Bien, mais si vous regardez une ville comme Tokyo, vous avez des dizaines de millions d'habitants dedans. Oui, on a 38 millions exactement. C'est la ville la plus peuplée du monde. J'aime matin bonheur. Donc 38 millions d'habitants, c'est quasiment plus que la Côte d'Ivoire dans une seule ville. Donc il y a des stratégies de réponse. C'est une urbanisation durable qu'il faut mettre en place. Et de nouveau, là, on a l'habitude de le dire, il nous faut un bel encadrement et il nous faut, de la part du gouvernement, et il nous faut aussi maintenant des architectes qui savent nous proposer des choses efficaces pour loger toutes nos populations. Alors, dernier sujet avant de nous quitter, très cher Cédric, nom d'une pipe, vous avez retenu une intervention sur la santé et le développement durable. Parce qu'avec Cédric, on a toute la dimension, le bien-être et la santé. Parce que tout à l'heure, Dr Aka Félix est dans l'antichambre, il attend, hein, il piaffe d'impatience de venir sur ce plateau pour nous instruire. Alors, on va parler santé, docteur, pour vous mettre un peu en condition. Alors, vous avez retenu une intervention sur la santé et le développement durable. Et oui, parce que de toute façon, si on ne va pas bien, qu'est-ce qu'on va développer? Si on est malade, on n'arrivera pas à faire notre développement. Et là, ce que j'avais beaucoup apprécié dans l'intervention de ce panel, c'était l'intervention de l'Ordre des médecins. Et donc, nous allons écouter son secrétaire général qui nous dit simplement quelque chose d'une évidence biblique, j'ai presque envie de dire, c'est que si le climat change, les maladies vont changer. Donc, nous écoutons l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. La réémergence ou l'émergence de certaines maladies qui sont hautement liées au changement des températures. Okay? Vous prenez par exemple la maladie qu'on appelle l'anthrax. Peut-être que vous connaissez mieux le charbon. Qui sont des maladies qui avaient disparu, mais qui, quelques années, en 2016 par exemple, nous avons eu la réapparition de cette maladie du charbon. Au niveau de certaines zones du monde, et cela est dû à la fonte des glaciers, des blocs glaciers qui font que des bactéries qui avaient été emprisonnées se réveillent et commencent à être très virulents. C'est la même chose pour le virus Zika, et vous savez que le Zika, c'est un moustique qui transporte cette maladie d'une zone à une autre, et c'est le même moustique qui transporte la dengue, le chikungunya, qui sont des maladies vraiment qui avaient disparu et qui aujourd'hui ont refait leur apparition. Et ce qui est dramatique, c'est que ces maladies-là, ces moustiques se retrouvent en dehors de leur zone habituelle. Okay? Donc, c'est-à-dire que ces maladies qui étaient jugées des maladies tropicales localisées à un certain endroit du monde se retrouvent un peu aujourd'hui être des maladies internationales qu'on peut retrouver dans tous les continents. Alors, le docteur parlait d'anthrax. On a entendu anthrax tout de suite, on a parlé de dengue, on a commencé à avoir peur sur ce plateau. Alors, vous pourriez nous en dire plus, docteur Lombardo? Oui, absolument. Mon papa était docteur. Absolument. Les populations le savent, les populations. Ceux qui ont la chance d'avoir un congélateur, quand vous avez de la viande, vous la mettez dans le congélateur, elle va se conserver et quand vous la sortez du congélateur, vous pouvez la manger. Mais en fait, vous avez aussi des bactéries qui existaient il y a des milliers d'années, qui se sont retrouvées enfouies dans des glaces en Sibérie, vraiment dans de lieux très très loin. Mais comme les glaces sont en train de fondre, ces bactéries remontent à la surface et donc elles peuvent à nouveau venir agresser les populations. Donc des vieilles maladies qui reviennent à la surface maintenant. Résultant donc du changement climatique. Absolument. C'est une bombe à retardement, multifacette. Merci. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Très bonne journée. Merci. Merci à bonne vous journée aussi. aussi.